Salut tout le monde, je voulais vous parler des paradoxes de la mondialisation et des impacts de ces paradoxes-là sur l'état du monde en quelque sorte, notre état à tous et surtout l'état de ce qu'on appelle encore les démocraties. Bon, le paradoxe de la mondialisation, c'est pas compliqué à comprendre, vous avez juste à regarder autour de vous, regardez l'écran que vous êtes en train de regarder en ce moment, et demandez-vous, cet écran-là, que ce soit un ordinateur, téléphone, n'importe quoi, il a été fabriqué où? Dans quel pays? Dans quelles conditions? Regardez ensuite autour de vous tous les objets que vous avez, la table, la chaise, la souris, la lumière, tout, le lit, la cuisine, tout ce que vous utilisez, les vêtements que vous portez, et demandez-vous aussi, ça a été fabriqué où? Ça vient d'où? Ça a été fabriqué dans quelles conditions? Ensuite, regardez aussi ce qu'il y a dans votre frigo. Regardez tout ce que vous mangez, les fruits, les légumes, la viande, le lait, n'importe quoi. Regardez même l'énergie que vous utilisez, chauffage, le propane, le pétrole, le fuel que vous mettez dans votre voiture, ces trucs-là. Demandez-vous aussi d'où ça vient. Bon. Premièrement, vous allez remarquer que on ne se pose pas nécessairement beaucoup ces questions-là. Le plus important pour nous, quand je dis nous, je ne parle pas, hein, je parle juste des autres, pas de nous, c'est combien ça coûte. Ça nous intéresse. Ok, on est intéressé aussi par la qualité des choses qu'on achète. D'où ça vient? Un peu. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'intéresse d'où viennent les choses qu'on a autour de nous, qu'on porte, qu'on utilise, etc., et dont on pense qu'on a besoin, bien évidemment, eh bien, on se rend compte, par exemple, qu'il y a énormément de choses qui viennent de la Chine. Mais est-ce qu'on est déjà allé en Chine? Est-ce qu'on connaît un Chinois? Est-ce qu'on sait comment les Chinois travaillent? Est-ce qu'on sait combien ils sont payés? Est-ce qu'on sait dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on connaît de la culture chinoise ou de la politique chinoise? Pas grand-chose. Dans les médias, on n'en parle pas beaucoup. Quand on met du carburant dans nos voitures, dans les avions, dans les tracteurs, dans les machines, etc., est-ce qu'on sait d'où ça vient, ce qu'on met? Ça vient peut-être de l'Arabie Saoudite, ça vient peut-être du Qatar, ça vient peut-être de je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on se connaît de ces pays? Est-ce qu'on est déjà allé là-bas? Est-ce qu'on peut aller là-bas? Est-ce qu'on a déjà rencontré des gens de ces pays-là? Quand on utilise Facebook, quand on utilise YouTube, quand on utilise Google, je ne sais pas trop, Microsoft, Apple, tout ça, ça vient d'où ces produits-là, ces services-là? Surtout quand on les utilise et on ne paye même pas. Regardez aujourd'hui comment il est extrêmement facile de faire une vidéo, d'écrire n'importe quoi, et ça peut être partagé et être vu dans le monde entier. Regardez comme il est facile pour vous, pour moi ou pour n'importe qui d'aller à la poste et d'envoyer n'importe quel colis partout dans le monde. Regardez comme il est facile d'aller acheter quelque chose qui vient de l'Inde, qui vient de la Chine, qui vient de la Tunisie, qui vient du Brésil, qui vient de n'importe où dans le monde. On peut, juste avec un clic de souris, acheter n'importe quoi et presque de partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Ce n'est pas la seule définition de la mondialisation, mais c'est une façon simple et facile de constater qu'on vit dans un monde globalisé, un monde qui est un. Bientôt, je pourrais faire une vidéo comme ça en français et quelqu'un en Chine peut la regarder en direct et la traduire directement en chinois. Ce sera une intelligence artificielle qui va le faire. C'est déjà presque à point, mais
Ils vont travailler encore là-dessus un petit peu et ça va être prêt. Le problème, c'est l'immense décalage entre la mondialisation de la technologie, des objets et des flux financiers, des transactions financières qui transitent entre New York et Dubaï, et Singapour, etc. Et nous, quand je dis nous, c'est-à-dire nous les humains de la Terre, notre capacité à comprendre le monde. Parce que oui, les objets partent de partout, etc. Mais nous, on ne peut pas vraiment partir partout. Parce qu'on a besoin de visa, parce qu'il faut prendre des vacances, parce qu'on n'a pas le droit de travailler là-bas, parce qu'il y a un mur, parce qu'il y a la douane, parce qu'il y a la police, il y a les militaires, on ne parle pas la langue, on ne comprend pas la culture, on ne les connaît pas, on ne connaît rien les uns des autres. La seule chose qu'on connaît, par contre, c'est la marchandise. Et ça fait quand même assez longtemps que c'est comme ça. Ça fait assez longtemps que, par exemple, des épices de l'Inde vont se retrouver en Europe sans qu'un Européen ait déjà vu un Indien de ses propres yeux. C'est exactement la même situation aujourd'hui, mais multipliée par 1 million. Ça crée quand même des problèmes. Pourquoi ça crée des problèmes? Parce qu'on a privilégié ce qu'on appelle le développement économique, ça veut dire le développement matériel des choses et des objets, sur notre développement humain et intellectuel. Ils auraient peut-être été mieux d'envoyer nos enfants en Chine et les Chinois au Canada faire des échanges culturels, intellectuels, religieux pour comprendre un petit peu dans quel monde on vit, sur quelle planète on vit, surtout que technologiquement et économiquement c'est extrêmement possible. Non. On a créé un système où on a privilégié l'inverse. Il suffit juste il faut aller travailler et après tu vas sur Internet ou tu vas à la boutique et tu achètes et c'est tout. Ça crée des problèmes parce qu'on ne se connaît pas du tout. C'est normal qu'on ne se connaisse pas, mais quand quelqu'un qui vit au Québec, par exemple, et il regarde autour de lui, presque 90% des choses qu'il a viennent de la Chine, et qu'il ne connaît rien sur la Chine, ben moi je trouve pas ça très normal. Ou quand quelqu'un qui est en Alberta, au fin fond du Canada, et qui voit dans les journaux, dans les médias, tout le temps des articles et des journalistes qui parlent des musulmans, par exemple, et il ne connaît rien sur les musulmans, il n'a jamais vu un musulman de sa vie, il n'est jamais allé dans un pays musulman, bah ça aussi, ça crée des problèmes. Ces problèmes-là, mis l'un sur l'autre, tranquillement, avec toute la manipulation de ceux à qui ce genre de problème profite, bah ça peut nous mener vers plusieurs tensions géopolitiques, ça peut nous mener vers des guerres, parce que ça fait l'affaire de ceux qui vont fabriquer et vendre des armes surtout, et ça peut nous mener à des tensions sociales dans nos pays respectifs. Il y a un autre problème aussi, c'est que dans ce qu'on appelle les démocraties, que ce soit occidentales ou autres, parce que l'Inde aussi c'est une démocratie, la Malaisie aussi c'est une démocratie, la Corée du Sud aussi c'est une démocratie, le Japon, etc. Ben, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent c'est important d'aller voter. D'accord. Oui, mais c'est des élections pour désigner un gouvernement pour gouverner sur un territoire limité, très limité. Alors comment ça se fait qu'on pense encore que cette forme de gouvernance est encore légitime, indispensable, et on pense même qu'elle est importante? Quand on pense qu'il y a tellement de commerce entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, entre l'Europe et l'Asie, entre l'Asie et les États-Unis, entre l'Afrique et le reste du monde,
Et qu'on nous dit, pour chaque élection, dans chaque démocratie, on nous parle du chômage, de l'inflation, de l'économie, comme si la vie politique se résumait à l'économie. Alors comment ça se fait qu'on ne nous dise pas au contraire, ou que nous, on ne dit pas au contraire, que l'urgence, c'est de faire ou d'établir un gouvernement mondial. Étant donné que nos questions économiques sont liées les unes aux autres, alors, il faut ou bien faire un gouvernement mondial, et c'est une affaire assez urgente, et il faut commencer à le faire tout de suite, à le préparer tout de suite, ou sinon, il faut mettre des murs partout, rétablir les frontières partout, et puis on peut discuter tranquillement comment on veut que la mondialisation soit faite. Parce que ce qu'on a vraiment choisi, nous, les êtres humains du monde, que la mondialisation se fasse comme ça. C'est-à-dire qu'un Africain, par exemple, ou un Chinois, il travaille toute sa vie pour vendre quelque chose à un Québécois qui est assis là-bas sur son salon, mais il n'a pas le droit d'aller passer des vacances au Canada. Et même s'il a l'argent pour pouvoir le faire, il faut des visas, etc. Même chose pour un Américain qui est en train d'acheter des produits de la Chine tout le temps et qui est en train d'exporter vers la Chine aussi tous les trucs qu'ils fabriquent, les technologies, etc. Et il ne peut même pas aller en Chine sans visa, il connaît absolument rien de la Chine. Alors, il faudrait peut-être penser à un gouvernement mondial ou penser à faire éclater ce système-là pour en reconstruire un autre. Je ne dis pas que celui qu'on va reconstruire après, il va être nécessairement meilleur que celui-là, mais en tout cas, il va être différent. Et s'il n'est pas meilleur, il faut le détruire encore et en construire un autre encore. En tout cas, moi, je remarque, ça c'est mon opinion, que ce système-là, mondial, cette mondialisation-là, ne plaît pas nécessairement aux gens comme les gens normaux, quoi. Je ne parle pas des multimilliardaires. Les multimilliardaires, ceux qui ont une entreprise comme celle d'Amazon, par exemple, ou Microsoft, ça leur plaît, bien évidemment, ça leur plaît, ou Google, ça leur plaît énormément. Ou même les grands dirigeants chinois qui sont à la tête d'énormes multinationales, ça leur plaît aussi. Parce que quand tu es un chef d'entreprise qui emploie des milliers de personnes et qui a un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars par année, je dis bien milliards, je ne parle pas en termes de millions, c'est sûr que ça t'arrange une mondialisation qui est comme ça, parce que si les gens votent d'une façon qui est un peu louche dans tel pays, par exemple, tu déménages tout simplement. Tu déménages, tu prends tout ton truc et tu t'installes en Chine ou tu t'installes en Afrique ou n'importe où. Après, si le gouvernement français resserre les règles sur les entreprises et l'embauche, toute cette merde des socialistes, etc., qu'on désigne maintenant comme les pires ennemis de l'humanité, surtout aux États-Unis. Être socialiste pour les Américains, c'est une insulte. Une entreprise française va tout simplement déménager en Allemagne. Et puis de l'Allemagne, elle peut aussi déménager en Scandinavie. De la Scandinavie, elle peut déménager partout. Donc les lois qui sont votées par les parlementaires dans chaque pays ne valent absolument rien pour l'ordre économique mondial et pour ces multinationales. Voilà pourquoi l'avènement d'un gouvernement international et mondial est très souhaité. Et si nous, on ne le fait pas, il va se faire. Et il est déjà en train de se faire, et ceux qui sont en train de le préparer, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley, qui sont très bien installés en Californie, et qui ont maintenant beaucoup plus d'argent que presque tout le monde, ils ont même plus d'argent que Wall Street, ils sont déjà en train de préparer un gouvernement mondial, et ils sont déjà en train d'écrire là-dessus. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne chance, et je vous dis à la prochaine.